Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le lundi 3 décembre 2018. Veuillez m'excuser pour ce problème de mail qui n'a pas été envoyé, qui nous a pas rappelé, qui nous a pas donné le lien, pardon, pour rejoindre ce webinaire. Donc peu de présents ce matin, mais bon, nous allons quand même le faire. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comme vous le savez probablement, on a une trêve commerciale entre Washington et Pékin, les deux pays qui s'accordent pour temporairement ne pas appliquer de nouveaux tarifs douaniers pendant 90 jours. Donc les États-Unis n'appliqueront pas de nouveaux tarifs douaniers. Ceux qui sont déjà en place resteront effectifs. Le Pékin qui s'est accordé pour acheter beaucoup plus de produits américains, ce qui permet cette annonce de faire bondir tous les actifs refuges, tous les actifs chinois, tous les actifs d'appétit pour le risque, les actifs chinois, le yuan, les marchés asiatiques, les devises commodities, bref, l'appétit pour le risque est vraiment de retour ce matin. On a le Dash qui prend 2%, bref, voilà, c'est clairement dans risk on ce matin, et à l'inverse, vous savez, la devise refuge dans ce contexte de guerre commerciale, le dollar, est en baisse. Voilà, donc est-ce que on va avoir un rallye des devises commodities? C'est la question que je vais tenter de répondre dans ce point de marché. Voilà. Alors tout de suite, l'avertissement égal sur le risque que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifié, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. Investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, au niveau de l'actualité, comme je vous l'ai dit, la guerre commerciale, nous avons les États-Unis et la Chine qui se sont engagés à ne pas imposer de nouveaux tarifs douaniers sur les importations et à trouver un accord commercial d'ici 90 jours. Au-delà de 90 jours, si bien évidemment il n'y a pas d'accord commercial, les États-Unis et la Chine pourraient ajouter des tarifs douaniers. Nous avons Pékin qui a accepté d'acheter un très grand nombre de produits agricoles, énergétiques, industriels, ainsi que d'autres produits américains afin de réduire le déficit commercial. Et enfin, nous avons Donald Trump qui a annoncé que la Chine va abaisser et lever les droits de douane sur les autos américaines, frappées actuellement par les taxes douanières de 40%. Donc cette dernière annonce, c'était dimanche soir. Et enfin, on a les dirigeants du G20 qui sont mis d'accord sur une refonte de l'OMC. Concernant l'Italie, on a le quotidien italien La Repubblica qui rapporte que l'UE demande une baisse de 5 milliards d'euros dans les dépenses du gouvernement. Au niveau du pétrole, on a le ministre de l'énergie du Qatar qui a annoncé ce matin que le pays va se retirer de l'OPEP à partir de janvier. Pardon, au niveau de la macro, excusez-moi, j'ai pas enlevé cette phrase, donc oubliez ce qu'est macro US. Au niveau du Japon, on a l'activité du secteur manufacturier au Japon qui a progressé en novembre à son rythme le plus lent depuis août 2017. Et enfin, en Espagne, on a l'extrême droite espagnole, Vox, conviendrait 8 à 10 élus au Parlement d'Andalousie. Voilà donc au niveau de l'actualité, concrètement, c'est risk on, appétit pour le risque. Appétit pour le risque. Bon, vendredi soir, ça s'est pas fait trop ressentir, même si voilà, on a eu quand même une hausse des marchés actions, mais c'est rien comparé à ce qu'on a depuis l'ouverture des marchés asiatiques, puisque on a le Nikkei qui prend 1%, le MSCI Emerging Market près de 2, le DAX également ce matin. Voilà, c'est vraiment appétit pour le risque. Le DXY vendredi qui prenait 0,51 aujourd'hui est en forte baisse. Voilà, on a le T-Note qui prend 2 points de base par rapport à vendredi, le Yen qui perd 0,44%. Clairement, c'est appétit pour le risque. Au niveau du calendrier économique, donc ce que nous aurons à surveiller aujourd'hui, ce sera le PMI suisse, PMI manufacturier tendu à 56K, donc un ralentissement par rapport au mois d'octobre. Nous aurons les indices PMI manufacturiers du GBP, enfin du Royaume-Uni, pardon, du Canada et les ISM aux États-Unis. Donc voilà, tout ce qui est chiffres manufacturiers, l'activité économique. Alors c'est les chiffres, ce sont les chiffres définitifs, ce n'est pas les chiffres prévisionnels qui ont été publiés il y a 1 à 2 semaines. Donc l'impact sur le marché devrait être moindre que lors de la première publication. Alors, regardez un petit peu cette USD-CNH qui ouvre avec un gap baissier important. Gap baissier. Alors, on est toujours dans une tendance haussière, mais là, l'USD-CNH, c'est quoi? C'est le dollar versus le yuan. Donc, c'est ni plus ni moins que voilà, la paire la paire de devises des deux plus grandes puissances économiques mondiales. Et c'est une devise, une paire qui s'est fortement appréciée dans ce contexte de tension, de guerre commerciale. Depuis le mois d'août, on a une consolidation
on a une petite hausse, mais voilà, c'est pas non plus, ça n'a pas été non plus brutal. Et l'USD-CNH, on voit trêve commerciale, ça chute. Là, on est toujours dans une tendance haussière, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de l'appétit pour le risque, et donc tous les devises qui sont, enfin tous les actifs plutôt qui sont corrélés à l'activité économique chinoise en profitent. Donc, on a l'AUD ce matin qui vraiment surperforme. Regardez un petit peu, AUD plus 1%. Imaginez une perte de devises qui prend 1% une journée, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Plus 1%. Le CAD qui prend 0,83, le NZD qui prend 0,64. Bref, appétit total pour le risque. Et à l'inverse, les devises entre guillemets refuge, yen, dollar, franc, qui sous-performent. Voilà, donc on a l'appétit. Je vais revenir après sur le forex, mais donc sur les marchés actions, on voit le DAX. Eh bien, c'est le bon pour le DAX. Le DAX, c'est une bouffée d'air puisque, comme vous le savez, on a quand même des incertitudes autour des potentiels tarifs douaniers qui pourraient être mis en place sur les voitures importées par les États-Unis. Donc, vous savez que le DAX, enfin l'Allemagne, c'est une économie dont, eh bien, qui repose quand même beaucoup sur la production de voitures, d'automobiles, de véhicules. Donc forcément, si on a une bonne chose, on a du multiréalisme qui est du côté des États-Unis dans ce contexte où voilà, on a Donald Trump qui veut mettre en place des tarifs douaniers, eh bien c'est positif pour les indices, mais surtout pour les valeurs auto. Donc les valeurs auto qui vraiment bondissent ce matin, les valeurs manufacturières, et donc le DAX, voilà, la prochaine résistance, c'est toujours cette ligne de coup qui est venue chercher le sommet du 7 novembre. Donc voilà, c'est aux alentours des 11 600 points la prochaine résistance. Si on a le breakout, on pourrait s'attendre à une hausse jusqu'à 11 851. En tout cas, ce matin, voilà, c'est appétit pour le risque et c'est donc direction les 11 600 points. Le CAC est en hausse, mais qui performe moins que le DAX 30. L'idée pour le CAC, c'est qu'on a cherché les 5 206 points. On peut même peut-être tracer une oblique. Voilà, vous voyez, on a une oblique intermédiaire, donc aux alentours des 5130. 5130 sera la résistance à court terme pour le CAC 40. Voilà, bon, alors je salue rapidement cette trading. Bonjour Frédéric, bonjour Rémi, j'espère que vous allez très bien. Loïc, Jérôme, François, bonjour à vous. Alors je m'excuse encore une fois pour le problème d'email qui n'a pas été envoyé, en tout cas très très tardivement. Donc voilà, veuillez m'excuser pour ce petit problème. Alors, donc le CAC, les indices globalement, ce qu'il faut savoir ce matin, c'est appétit pour risque. Donc tout ce qui est actif risqué, c'est-à-dire marché à action, c'est bull. Tout ce qui est devises commodities, c'est extrêmement bullish également. Et tout ce qui est matières premières également. Donc voilà, finalement, les devises qu'on va chercher à vendre dans ce contexte d'appétit pour risque, c'est les actifs refuges, comme le dollar ou le yen. Pas le gold, parce que le gold, avant d'être un actif refuge, vous savez, c'est un actif qui est corrélé au dollar. D'accord? Donc, si on a une baisse du dollar, on aura une hausse de l'or. Donc, là, puisqu'on a une baisse du dollar, on a hausse de l'or. Donc, ce qu'on va chercher, c'est vraiment vendre le yen, le dollar, et voire même potentiellement le GBP. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je continue sur les marchés actions. En tout cas, c'est vraiment risk on, c'est vraiment à l'achat. Je pense qu'il faut se positionner, ce matin. Bon, donc CAC 40 c'est haussier, les pivots, vous voyez, on est déjà au R2 hebdomadaire. Regardez, ça a déjà été R2 hebdomadaire, ça a déjà été atteint. Et là, on est au R3 journalier. R3 journalier, vous savez que c'est rarement atteint. Donc peut-être que le R3 journalier sera le sommet. Regardons un petit peu sur le DAX, le R3 journalier où il est. Alors le R3 journalier, il est même dépassé, vous voyez. Et là, le R2 hebdomadaire, il a 11 580 à peu près. Voilà, donc CAC, R3 journalier, vous voyez qu'on a cette oblique, voilà, les 5120. Encore une fois, ce sera la résistance majeure en intraday. L'Eurostock 50, gap haussier jusqu'au R3. Et voilà, le R2 journalier, on peut même peut-être tracer l'oblique. Voilà, donc c'est les 11 250 points, ça va être la résistance. 11 250, résistance, intraday. Philippe qui me dit bonjour, on a beaucoup de gaps sur les indices européens alors qu'on était plutôt baissier vendredi. De nombreuses stratégistes comme Baradez n'ont rien capté au marché financier actuel et aujourd'hui on est à plus de
1,8%, voyez-vous, alors que vous dites que c'est extrêmement rare. Avez-vous ne serait-ce une certitude ou on est juste dans le commentaire avec une chance sur deux d'avoir raison? Alors moi, comme je l'ai dit vendredi, Philippe, j'ai bien dit que le G20 c'était décisif. Je l'ai répété, je pense à de multiples reprises et que ça allait être qui tout double. Soit on allait avoir le début d'un bull market, ou soit eh bien on allait avoir encore un marché sous pression. Donc voilà, ce qui s'est passé ce matin, ça n'a pas été, enfin il y a rien enfin bien évidemment c'est exceptionnel, mais je pense que j'avais alerté vendredi. Je regarderai à nouveau le webinaire qui est de toute façon disponible sur YouTube. Donc je le lirai, mais j'avais bien averti que de toute façon le G20 ça allait être qui tout double. Voilà. Donc une chance sur deux d'avoir raison. De toute façon, je n'ai pas de boule de cristal entre les mains. Donc moi je vous dis ce qui se passe sur les marchés. Je vous commente ce qui se passe sur les marchés. Voilà, donc l'Eurostoxx, ses valeurs d'appétit pour risque, c'est haussier. Concrètement, là, on vient chercher les R2 hebdomadaires pour l'Eurostoxx 50 ou pour même le CAC 40. Je pense que ça va être la résistance en intraday. Prochain moteur, concrètement, ça va être l'ouverture à Wall Street. Wall Street qui n'a pas pris encore connaissance qui n'a pas pu encore intégrer cette information dans les prix. Donc voilà, l'ouverture de Wall Street pourrait être une prochaine source de volatilité. Et voilà. Au niveau du Brexit, je reviens sur donc la livre sterling. Cette semaine, elle va être très importante pour Theresa May, puisque cette semaine, Theresa May va tenter de convaincre des députés conservateurs tout d'abord, mais également d'autres partis de soutenir son plan du divorce pour que le 11 décembre, ce plan soit voté par le Parlement britannique. Pour le moment, c'est encore très risqué d'anticiper le vote de ce texte, puisque beaucoup de conservateurs sont contre le plan de Theresa May. Et d'ailleurs, on a eu une nouvelle démission ce week-end dans le cabinet de Theresa May. Donc ça va être très très volatile pour GBP. Je m'attends à ce que le GBP sous-performe cette semaine. Voilà, face aux devises commodities. Les devises commodities, je pense qu'il y a vraiment une belle hausse à s'attendre aujourd'hui. Aujourd'hui et même cette semaine. Je vous rappelle qu'on a l'OPEP en fin de semaine, jeudi, vendredi, qui devrait aboutir très probablement à un gel de la production. Et donc l'AED, le CAD, le NZD ont vraiment une marge de progression puisqu'ils étaient vraiment sous pression. Elles étaient sous pression, ces devises lors des derniers mois. Donc voilà, AUD, CAD, NZD, ça va être les devises à payer. Donc le CAD, qui était vraiment une devise qu'on cherchait à vendre la semaine dernière, c'est dorénavant une devise qui me semble intéressante à acheter en amont de l'OPEP. Vous savez, la fameuse achat de la rumeur, vente de la nouvelle. Eh bien, je pense que ça va être le cas pour le CAD qui profite de cette trêve commerciale pour rebondir, puisque les cours de pétrole, vous voyez, on a un gap haussier. On a un gap haussier extrêmement important. Donc le CAD, forcément, rebondit. Voilà, donc ce qu'on va chercher ce matin, c'est sur le Forex, c'est d'achat de ces devises commodities face au dollar, face au yen. Et donc AUD-USD, voilà, c'est haussier, on a un gap. Voilà, la moyenne mobile à 20 jours qui fait toujours office de baromètre à court terme sur la tendance de ces paires. Tant qu'on est au-dessus, la tendance reste haussière. Et comme je vous le dis maintenant depuis pas mal de séances, voire quelques semaines, l'objectif c'est qu'on a cherché les 0,7450. Premier objectif, puis les 0,75 et enfin 0,7578. Au niveau du NZD, même topo, hein, voilà, l'objectif qu'on allait chercher les 0,70 est toujours d'actualité. Ce matin, c'est porté justement par cette trêve commerciale qui donne des perspectives plutôt positives, même si on n'a pas d'accord commercial. Il faut bien le garder à l'esprit. On n'a pas eu d'accord commercial entre les États-Unis et la Chine. On a simplement une trêve, une sorte d'armistice pendant 90 jours. Donc voilà, on n'a pas encore d'accord. Ça se trouve en mars, en printemps de l'année prochaine, on aura des nouveaux tarifs douaniers. C'est tout à fait possible. Voilà, mais en tout cas, d'ici là, on a une hausse. Donc vraiment AUD ou le NZD, ça va être des devises à acheter et même le CAD, l'USD CAD, vous voyez, qui est en baisse dorénavant, qui passe sous sa moyenne mobile à 20 jours. Alors attention, on n'a pas encore la clôture, mais si on a la clôture à l'état actuel, on aura un RSI sous 50 après une divergence, on aura une sortie d'un canal, donc ça sera un signal extrêmement bearish qui nous permettrait de passer à la vente sur le SD4. Même si, voilà,
je pense que c'est d'ores et déjà possible. La clôture permettra de confirmer les signaux qu'on a ce matin. Donc USD CAD, si on a la clôture à peu près comme ce qu'on a actuellement, ça serait un signal baissier pour venir chercher les 1,3064. Est-ce qu'il faut clôturer ces positions longues sur les E4? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que voilà, on a de l'appétit pour risque. À mon avis, ça va durer au moins jusqu'à l'OPEP, c'est-à-dire au moins jusqu'à mercredi soir, jeudi. Et d'ici jeudi, on aura soit une poursuite de ce mouvement, soit voilà, on va retourner en risk-off. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, demain et après-demain, il y a je pense qu'il y a des fortes chances qu'on soit dans ce type d'environnement. Alors pas autant, on va pas prendre 2% tous les matins jusqu'à mercredi, mais voilà. En tout cas, je pense que le marché va être dans l'appétit peu au risque. En tout cas, ce genre d'information peut justifier un rallye haussier de fin d'année. Donc l'USD CAD, voilà, c'est bearish. Et si on a une clôture comme celle-ci, ça serait une opportunité pour shorter les 1,3064. Donc si vous êtes long sur USD CAD, c'est peut-être le moment de prendre des bénéfices. Voilà, on va regarder les paires en yens. Alors déjà, nous allons regarder notre yen index. Notre yen index qui est en forte baisse ce matin, comme on peut le constater, il est revenu sur support. Donc voilà, yen baissier à très court terme. Le NZD, vous voyez, c'est bull. Hein. Ouais, c'est extrêmement bullish. On est revenu au sommet de juin, mais on a encore une marge de progression. Vous voyez que là, on a le sommet d'avril. C'était le début vraiment de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc, on a encore une marge de progression. L'AUD encore plus. L'AUD, vous voyez, le mois d'avril, les plus hauts du mois d'avril, c'est ici. Mars, pardon, c'est là. Mars-avril. Vous voyez, on a encore une marge de progression quand même énorme sur l'AUD. Donc voilà, l'AUD NZD d'ailleurs. L'AUD NZD qui commence à diverger à la hausse. Alors, on n'a pas encore notre signal bullish que j'attends, c'est lorsque le RSI clôture du 50, mais on a déjà la MACD qui se croise, donc c'est peut-être le début, on est peut-être au début d'un renversement de la tendance baissière. Donc on attendra que le RSI clôture du 50 et que le prix clôture de la moyenne mobile à 20 jours pour anticiper un rebond jusqu'à pourquoi pas 1,1. L'euro, alors l'euro qui, vous voyez, est à l'équilibre ce matin. Enfin, on n'a pas vraiment de baisse ni de hausse, tout comme le JBP. Le franc, par contre, qui recule énormément. Et le dollar, pareil. Vous voyez que le dollar index commence à sortir par le bas de ce canal. Et d'ailleurs, le DXY, vous voyez, revient en bas de ce canal. Et si on a une clôture, comme vous savez, en bas de ce canal, en dessous de ce canal, ça serait un signal baissier pour le dollar assez important. Donc là d'ailleurs sur le dollar, on voit qu'on a quand même pas mal d'informations. On est dans un canal, donc on est en train de tester la borne de basse, mais on a également des tops de plus en plus bas, ce qui montre que la pression vendeuse est de plus en plus importante. On a une pseudo épaule tête, alors épaule qui est en train d'être formée, elle n'est pas du tout validée cette épaule tête épaule, mais en tout cas voilà, en train d'être formée. On a également donc ce triangle avec les deux tops, pardon. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 points de contact. Donc on a notre triangle et la sortie donnera une nouvelle direction. Donc là c'est encore trop. Enfin, face à l'AUD et le NZD, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, l'AUD et le NZD c'est deux devises qui me semble possible à payer face au dollar. Donc vendre le dollar uniquement face à ces deux devises commodities. Mais outre ces deux devises commodities, bon il y a le CAD qui émet des signaux bullish, particulièrement importants depuis la trêve commerciale. Mais on n'a pas encore la clôture journalière. Donc, moi, comme vous savez, je préfère attendre la clôture. Donc, si ce soir on a une clôture comme ce qu'on a sur le CAD actuellement, sur les ECAD, ça serait une opportunité pour passer à l'achat sur le CAD face au dollar USD. Mais est-ce que les devises européennes comme le GBP ou l'euro s'achètent face au dollar? La réponse c'est non, pas pour le moment. Tant que le dollar est dans ce canal, on va éviter de payer le dollar de vendre le dollar face à l'euro. Pensez quoi sur Euro-AUD, Euro-NZD? Eh bien, c'est pareil que l'AUD, enfin, c'est l'inverse que de l'AUD-USD ou du NZD-USD. Moi, vraiment, ce que j'anticipe cette semaine, ce que je m'attends, c'est vraiment une surperformance des devises commodities, que ce soit face au dollar ou face au yen, face à l'euro, face au GBP. Voilà. À part si on a un accord sur le budget italien, là, on pourrait revoir cette analyse. Mais tant que ce budget italien, il est, tant qu'on n'a pas d'avancée significative,
l'euro n'a pas de raison de surperformer. Donc l'euro UD et l'euro NZD, ça devrait être bearish. Ça devrait être bearish. Voilà, l'euro UD, on voit qu'on a un gap baissier. On a un gap baissier. Et là, on pourrait s'enfoncer pour aller chercher les 1,5313 à court terme. Vous voyez, ça correspond au plus bas de juin 2018. Au niveau de l'euro NZD, alors on enfonce, vous voyez, les plus bas de 2018. Là, le prochain niveau de support, c'est peut-être ces résistances qui est devenu support ici, donc à 1,6146. D'ailleurs, peut-être qu'avec les bandes de Keltner, on peut avoir des signaux. Alors, en une heure, lundi 3, donc voilà, on a une clôture en dessous de la bande, et donc, clôture en dessous de la bande, c'est un signal, comment dire, qui est baissier. Et donc voilà, l'idée, c'est d'aller chercher les 1,6146 en swing trading. Voilà. Au niveau donc de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, on a une trêve pendant 90 jours, c'est-à-dire que pendant 90 jours, les États-Unis et la Chine vont discuter pour trouver un accord commercial. C'est l'un des 3 points qui justifie un rallye haussier. Comme je vous l'indiquais la semaine dernière, on a 3 facteurs qui pourraient justifier un rallye de fin d'année. C'est 1, la guerre commerciale, 2, le budget italien, et 3, le Brexit. Donc, si on a un accord sur le budget italien, ça sera un facteur très positif pour les marchés actions. Si le projet du Brexit est voté au Parlement britannique la semaine prochaine, ça serait également un facteur positif. En tout cas, là, la guerre commerciale, on n'a pas d'accord commercial, mais on a une trêve, ce qui permet voilà, d'avoir des attentes positives. En tout cas, ça donne une meilleure perspective que ce qu'on avait la semaine dernière, où la semaine dernière, on avait Donald Trump lundi de la semaine dernière qui voilà, était prêt à mettre en place des nouveaux tarifs douaniers contre la Chine. Donc c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le même contexte. Donc l'euro, je vais venir sur l'euro dollar. L'euro dollar, concrètement, il est dans un triangle à court terme, et je pense que ce triangle illustre assez bien la tendance de l'euro, voilà, ces dernières semaines. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 points de contact, on a ce triangle. Et voilà, c'est signe d'indécision. D'ailleurs, on a le RSI, vous voyez, qui oscille autour de 50. On n'a pas de direction sur le dollar. Alors moi, ma conviction, ce que je pense, honnêtement, c'est qu'on a fait le point haut sur le dollar. Parce que je pense qu'il y aura un accord sur le budget italien. Je pense qu'il y aura un accord sur le budget, sur l'accord, sur, pardon, sur un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Mais pour le moment, on n'a rien de concret. Donc voilà, pour moi, c'est payer vraiment des émotions. C'est pas quelque chose de vraiment sain en trading. Voilà, donc nous attendons des signaux. Et donc l'un des signaux qui permettrait de passer à l'achat sur l'euro dollar, ça serait en cas de sortie par le haut de ce triangle. Alors un triangle, c'est généralement une figure de continuation, et puisque la tendance précédente était une tendance baissière, il y a plus de probabilité qu'on y sorte par le bas. Voilà. Donc c'est pour ça que le triangle, j'attends qu'on ait une sortie de celui-ci pour ensuite me décider sur l'euro dollar. À très court terme, pour ceux qui s'intéressent au day trading, écoutez, l'euro dollar, il n'y a pas vraiment de direction, donc c'est R1 et S1 comme niveau de support ou de résistance. Voilà, mais est-ce que c'est le moment d'acheter l'euro pour aller chercher les 1,18? La réponse est non, en l'absence de signaux techniques. Moi, personnellement, je ne vois pas de signaux haussiers à court terme. On a peut-être une divergence. Voilà, on a une divergence importante sur du weekly. Vous voyez ici, 1, 2, 3 creux. 1, 2, 3 creux, de plus en plus bas. Donc on a une divergence, mais on est encore très loin de l'avoir validé. Il faudrait que le RSI, voilà, hebdomadaire, là on est sur une tendance hebdomadaire, donc on parle sur quand même du moyen terme, il faudrait que ce RSI hebdomadaire passe au-dessus de 50 pour pouvoir justifier une position acheteuse de moyen ou long terme. Rien ne nous dit qu'on a fait le point bas pour le moment. Vous voyez ceux qu'on payait, et c'était totalement logique de le faire. D'ailleurs on l'avait fait, je me souviens, ensemble. Enfin, c'est ce qu'on avait discuté en septembre. On avait le RSI, il y avait une divergence. Le RSI qui avait été passé au-dessus de 50, on avait tout pour passer à l'achat. Et finalement, on a eu un retournement. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on a une divergence sur du weekly qu'il y aura forcément un rebond.
voilà, faut attendre davantage de confirmations. Et même quand on a des confirmations en attendant que le RSI clôture de 50, eh bien, c'est c'est pas 100% le cas. Enfin, il n'y en a pas dans 100% des cas un bull market qui suit la divergence haussière. Donc, voilà, on n'est jamais trop prudent, mais en même temps, si on tente trop stignant en trading, eh bien, on arrive en fin de tendance. Donc voilà, faut savoir prendre des risques. Et c'est là où où est l'art de trader, c'est la gestion du risque. Donc, ce qu'on va attendre, c'est davantage de confirmation, pas trop non plus, mais simplement une sortie par le haut de ce triangle permettrait, selon moi, de passer à l'achat et de viser, voilà, les 1,15 dans un premier temps, puis les 1,1640, puis voilà, de plus en plus haut. Mais encore une fois, il y a un facteur majeur, deux facteurs, pardon, même trois, excusez-moi, trois facteurs majeurs qui permettraient un achat de l'euro, en fait plutôt une vente du dollar. Ça serait un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, un accord sur le budget italien ou le vote du texte du Brexit. Concrètement, ces trois facteurs auraient des impacts baissiers sur le dollar USD. D'ailleurs, on le voit très bien ce matin. L'euro, il ne se performe pas, c'est les devises commodities, ce qui est normal puisque, eh bien, c'est un accord, enfin, c'est une trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a lieu. Si par contre c'était sur le budget italien, qu'est-ce qu'aurait fait le marché? Il aurait vendu ses dollars, il aurait acheté des actifs européens et surtout de l'euro. Et donc l'euro aurait surperformé les devises commodities. Les devises commodities auraient été également haussières puisqu'on aurait eu une vente du dollar USD, ce qui fait mécaniquement remonter les devises majeures. Regardez, vous voyez, si on avait eu un accord sur le budget italien, l'euro serait en tête de file, l'AUD, le CAD, le NZD serait au milieu, à la place des devises européennes. Et à l'inverse, le yen serait pareil. Si on avait le texte du Brésil qui aurait été voté, c'est pas l'AUD qui serait en tête, ça aurait été le GBP suivi par l'euro, ensuite les devises commodities et enfin l'USD, le yen. Voilà donc, en tout cas, le point commun entre ces trois facteurs, que je répète, guerre commerciale, États-Unis-Chine, budget italien et Brexit, le point commun, c'est que si on a une avancée positive de l'un de ces trois facteurs, c'est baissier pour dollar. Après, les devises qui surperforment dépendent de quel facteur, enfin du facteur qui s'est amélioré. Si c'est la guerre commerciale, eh bien c'est les devises commodities. Si c'est le budget italien, eh bien c'est l'euro et les actifs européens. Si c'est le Brexit, eh bien c'est le GBP. Mais le point commun, c'est que ces trois facteurs, si on a une avancée positive, si on a des accords, eh bien on a le dollar et le yen qui sont baissiers. C'est vraiment qui sont baissiers, pardon. C'est le point commun de ces trois facteurs. C'est ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Donc c'est les trois menaces pour le dollar USD. Mais en tout cas, si on a le dollar USD qui sous-performe, on a donc tous les autres devises qui surperforment. Donc, bien qu'on ait des devises qui surperforment selon chaque facteur, chacun de ces facteurs permet à tous les devises de surperformer le dollar, puisque le dollar sous-performe. Voilà, donc l'euro, faut vraiment, on voit qu'on a une incertitude, et à mon avis, c'est si on a un accord sur le budget italien que ça va débloquer la situation. Soit on a une sortie par le bas, ou soit on a une sortie par le haut. Mais si on a une sortie par le haut, c'est un signal haussier très important en direction des 1,15 puis 1,1640, etc., etc. Ouais, donc l'euro-dollar, vraiment à court terme, moi je reste neutre tant qu'on est dans ce triangle. Le GBP, comme vous savez, je l'évite de me positionner sur le GBP parce que c'est vraiment très très incertain. Mais on le voit techniquement, on a un support oblique avec presque 3 points de contact, 1, 2, 3. Et donc voilà, on a, comment dire, un support quand même assez important. On a une divergence qui est en train de se former. Ce qu'on attend, c'est un signal technique. Donc si le RSI passe au-dessus de 50, à mon avis, le catalyseur, vraiment, c'est, comment dire, c'est le 11 décembre, mardi 11 décembre, mardi de la semaine prochaine, le Parlement votera pour ou contre le projet de divorce qui a été trouvé entre les négociateurs européens et Theresa May. Si c'est voté, honnêtement, il y aura un bull market important et voilà. Donc là, les deux prochains catalyseurs, à mon avis, d'ici la fin de l'année, c'est plus la guerre commerciale, puisque maintenant on a une trêve de 90 jours. À mon avis, c'est pas d'ici la fin de l'année qu'on aura une quelconque avancée
sur les relations commerciales des États-Unis ou de la Chine. Mais maintenant, c'est dorénavant l'Europe. Le budget italien, ouais, il y a des, ça devrait beaucoup se jouer en décembre, tout comme le Brexit. Enfin, le Brexit, de toute façon, c'est le 11 décembre. 11 décembre, ça va être la date majeure. Soit le GBP revient à 25, soit on a un bull market jusqu'à 1,33. Au niveau des commodities, donc l'or qui pourrait ce matin. Alors comme vous savez, l'or c'est avant tout un actif, comment dire, corrélé négativement au dollar. Donc qui dit hausse du dollar dit baisse de l'or et vice versa. Ce matin, on a une baisse du DXY et donc on a une hausse, comment dire, de l'or. Et l'or donc de ce fait a toutes ses chances de venir chercher les 1238 $. Maintenant, ce qu'il nous faut pour vraiment comment dire, dépasser les 1238 $, c'est soit qu'on est de la version pour le risque, mais qui n'est pas générée par la guerre commerciale, ou, et c'est surtout, si on a une baisse du dollar. Donc il faut vraiment que le DXY sorte par le bas de ce canal pour pouvoir payer sur du moyen et long terme pour justifier une stratégie acheteuse, acheteuse de l'or de moyen ou long terme. Mais tant qu'on est dans ce canal, l'or sera sous pression. Voilà, donc l'or aussi en intraday, puisque voilà, on a tous les actifs en libellé en dollars qui profitent de cette baisse du dollar USD. Mais à moyen et long terme, ça reste sous pression. Et enfin le pétrole. Pétrole, on voit qu'on a eu un bon rebond ce matin. On a eu un bon rebond à l'ouverture. En raison de la trêve commerciale, mais parce qu'on a une spéculation sur un gel de la production de plus en plus important. Donc voilà, c'est deux facteurs qui influencent positivement, enfin influencent à la hausse les cours de pétrole. Et là, donc, on voit une divergence, on voit un RSI qui s'approche de 50. Comme vous savez, si on a un RSI qui clôture au-dessus de 50, ce sera un signal positif. En plus, on a la MACD qui est sur le point de se croiser. Donc voilà, à mon avis, aujourd'hui, on aura quelque chose d'assez positif. Moi, ce que je m'attends, c'est vraiment achat de la rumeur, vente de la nouvelle. Donc d'ici l'OPEP, d'ici jeudi, à mon avis, le pétrole, ça sera dans le vert. Le CAD, donc également. Et ensuite, à l'issue de ce qui va se passer, si on a vraiment un jet de production plus important que 1 million, puisque actuellement, ce que les analystes sont en train de tabler, c'est vraiment 1 million de barils de gel de production. Si on a 1 million, ça va être comme espéré, donc on ne devrait pas avoir d'impact, enfin de volatilité importante sur les cours de pétrole. Mais par contre, si on a plus d'1 million de gel de production, là c'est quelque chose que le marché n'a pas encore totalement anticipé. Enfin, en tout cas, c'est pas le scénario favori. Et donc là, on aurait un facteur justifiant un achat sur le pétrole et donc le CAC qui devrait en profiter. Donc vraiment, moi ce matin, mes convictions, c'est vraiment achat des devises commodities. Achat des devises commodities grâce à cette trêve commerciale. Et voilà, tout simplement. Et donc vente face au dollar ou face au yen, mais surtout face au dollar, je dirais. Et les indices, c'est pareil, c'est bull market. Voilà, c'est parti, on est en hausse. Dollar USD haussier. Alors faisons un point sur les indices américains. Le S&P, vous voyez, notre signal haussier du VIX, ça a été quand même assez sympathique. Hein, jeudi 22 novembre. Voilà. Jeudi 22 novembre. Jeudi 22 novembre, donc voilà, c'était haussier, marché action. Donc à 2821, on est sur le futur là. On a un gap, on est sur le futur. Le cash ne code pas encore. Et donc la prochaine résistance, ça c'est 2821, suivra ensuite les 2873 en cas de breakout. Le Nasdaq pareil, on a un gap aussi sur le futur. On a une espèce d'oblique à court terme qu'on a dépassé, vous voyez. Bon, il faudra la clôture bien évidemment, mais on a des chances de dépasser cette oblique et on passe au-dessus des 7000 points, vous voyez, ce week-end. Donc gap aussi au-dessus des 7000. Il va falloir s'attendre à un pullback parce que 7000 c'est important. Donc il y a des fortes chances qu'on ait un pullback à 7000. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'achat sur le Nasdaq, eh bien pourquoi pas attendre un repli à 7000 pour se repositionner à l'achat. Ne nous faisons pas prendre par cet appétit pour risque, par nos émotions. Ne nous attendons pas non plus à un bull market, que des chandeliers, vous voyez, dans le vert. Il faut s'attendre à quelques turbulences. Donc voilà, un retour à 7000 est concrètement possible lors des prochaines séances, voire prochaines semaines. Et le Dow Jones pareil, donc le contrat futur qui ouvre avec un gap haussier vraiment très très important, puisque vous voyez le gap il est de
de quand même 300 points, ce qui est énorme. Donc Dow Jones en hausse, il ouvre au-dessus de cette résistance du 18 octobre à 25 862. Et là, la prochaine résistance à court terme, c'est 26 277 points. Philippe qui nous demande pour le Nikkei. Le Nikkei, c'est pareil, c'est haussier. Haussier Nikkei, on a un gap haussier. Maintenant, on teste une résistance. Alors cette résistance, à quoi elle correspond? Alors c'est une résistance vraiment historique de d'une vingtaine d'années, voire plus. Donc 22 757 points. Là, la prochaine résistance à court terme, c'est bien évidemment celle-ci. Donc 22 950, ça va être la target à court terme. Tant que le benchmark mondial, c'est-à-dire le S&P, est orienté à la hausse, les autres indices profiteront de cet appétit pour risque. Donc le Nikkei ne fait pas, comment dire, défaut, enfin ne fait pas, c'est pas une exception. Vraiment, d'ailleurs, si vous regardez le Nikkei, il est énormément corrélé au S&P 500 ou à l'Eurostoxx 50. Alors d'ailleurs, ce qui sera intéressant de surveiller, de comparer, c'est la corrélation entre le Nikkei et le S&P et le Nikkei et l'Eurostoxx. Ou même le DAX, puisque le Nikkei ressemble quand même beaucoup au DAX. Le Japon, c'est quand même un important fabricant et même exportateur de véhicules. D'ailleurs, le premier, il me semble, exportateur de véhicules vers les États-Unis, c'est le Japon. Vient ensuite l'Allemagne, puis la Chine. D'accord? Donc, les tarifs douaniers américains, ça concerne aussi beaucoup le Nikkei 500. Donc, Nikkei, on va ajouter donc deux indicateurs de corrélation. On va mettre un avec le S&P. Et un autre avec le DAX. Donc là, nous sommes sur du 200 jours. Sur 200 jours, on voit que la corrélation avec le S&P est bien plus supérieure que le DAX, 0,72 contre 0,32. Maintenant, si on se met sur du moyen, sur du long terme même, 200 semaines, 0,83, 0,84. On voit que la corrélation est identique et même que le DAX, finalement, la corrélation est peut-être supérieure. Bon, ça doit être à peu près pareil. Vous voyez, DAX, S&P 500. Sur du long terme. Pour repérer une euphorie, c'est compliqué. Alors l'euphorie, oui, c'est compliqué parce que c'est incertain. C'est incertain. On a des catalyseurs en fait. Pour repérer une euphorie, il faut repérer un catalyseur, comme le G20, comme ce qu'on avait annoncé vendredi. Le G20, ça pouvait être soit un catalyseur de bull market, soit c'est un catalyseur justement où on allait avoir bien davantage d'aversion pour le risque. Donc voilà, l'euphorie c'est créé par des catalyseurs. Ça en tout cas c'est certain. Donc c'est compliqué de repérer l'euphorie, mais en tout cas les catalyseurs sont beaucoup plus faciles à repérer. C'est dans les agendas la plupart du temps, à part de moins en moins puisqu'on a Trump qui tweet de plus en, enfin voilà, qui a changé vraiment les habitudes de communication des présidents, enfin du président en tout cas américain. Avant le président américain ne tweetait pas vraiment. Voilà, Donald Trump c'est vraiment celui qui a fait une rupture sur cette communication, qui s'exprime beaucoup sur Donald Trump, enfin sur Twitter. Donc ça, c'est bien et pas bien parce que du coup, on a beaucoup plus de mouvements sur les marchés, mais en même temps, voilà, c'est beaucoup plus incertain. Ah, pour une fin d'euphorie. Alors, pour repérer une fin d'euphorie, hélas non. Non, c'est, on peut avoir des indicateurs. Voilà, comme vous savez, on a le Disparity Index. Ça, c'est un indicateur de momentum que j'affectionne particulièrement puisque voilà, ça permet d'avoir l'écart relatif entre le prix et une moyenne mobile. Et donc, ça montre assez bien vraiment le momentum, c'est pas borné. Donc, moi, j'aime bien le Disparity Index. Maintenant, vous doutez bien qu'on peut pas remarquer quand la bulle va exploser. Parce que quand on a de l'euphorie, c'est une mini bulle. Hein. C'est une bulle qui dure un ou deux jours. Ouais. Donc c'est pas possible d'anticiper une bulle. Enfin, d'anticiper quand est-ce que la bulle va éclater. C'est pas possible avec certitude. Maintenant, on a toujours un indicateur de momentum. Et ce qui peut être utile pour repérer lorsque l'euphorie va, va s'arrêter, c'est vraiment le RSI en intraday. Le RSI en intraday peut être un super outil pour vraiment identifier, augmenter ses chances
de constater le fin d'un comment dire d'une euphorie. Je vais mettre par exemple, alors sur le DAX, bah, de toute façon, c'est tout simple, hein. DAX ou n'importe quel actif dans une bulle. Alors, bien évidemment, plus la bulle est créée sur du long terme, plus il va falloir se mettre sur une trajectoire de long terme, mais on peut avoir une divergence sur du très court terme. Vous voyez, sur une unité de temps inférieure, et lorsque vous allez avoir une divergence après le moment d'euphorie, c'est le moment vraiment de commencer à prendre des bénéfices, en tout cas des premiers bénéfices. Parce que lorsqu'on a l'euphorie, vous savez, l'euphorie, c'est pas rationnel dans les marchés. L'émotion n'aboutit pas à des prix rationnels, donc toute euphorie se fait corriger. Alors pas à 100%, mais voilà, ça se fait corriger, et donc c'est pas la fin d'un bull market, mais c'est le début d'une correction. Voilà, donc l'euphorie pour tenter d'identifier la fin. Moi, je vous inviterai à regarder du côté du RSI des indicateurs de momentum en intraday lorsque c'est l'euphorie qui dure quelques chandeliers journaliers. Voilà. Je vous invite à regarder les RSI par exemple en 1 heure ou en 4 heures. Un RSI à 100 sur le DAX en unité 60, c'est costaud. Oui, c'est très costaud. Ça veut dire qu'il n'y a aucune pression vendeuse. Alors, horaire, 86-66. Le 100, ça n'arrive jamais. Hein. Le 100, ça n'arrive jamais. Alors, il me semble. Hein. Bon, ici, c'était du 97, vendredi 21 septembre. Alors, je me souviens plus ce qui s'était passé le vendredi 21 septembre. Mais voilà, on avait un RSI vraiment extrêmement important. Donc, plus on va tendre vers 100, plus ça marquera, plus on arrivera proche de la fin. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut vendre lorsque le RSI, vous voyez, étant surachat? Bah, regardez. Si on avait vendu à ce moment-là, lorsque le RSI arrive en surachat, vous voyez qu'on avait encore une hausse du DAX assez longtemps. On avait peut-être 200 points en plus. 158. Vous voyez, c'est pas parce que le RSI est dans sa zone de surachat ou de survente, hein, ça marche dans les deux sens, qu'il faut vendre immédiatement l'indice ou tout autre actif. Il faut vraiment attendre le retournement. Voilà, donc là, le DAX, il a encore pour moi une marge de progression. Il a encore une marge de progression et je pense qu'il peut aller chercher le pivot hebdomadaire avant d'aller. Alors, pardon. Donc voilà, pardon, pas le pivot hebdomadaire, le R2 horaire, le R2 hebdomadaire. Pardon, donc c'est 11 582. La ligne de coup 11 600, c'est la résistance en intraday. Voilà, donc en conclusion de ce point de marché, appétit pour risque vraiment total pour le moment. L'ouverture de Wall Street pourrait être une nouvelle source de volatilité puisque je vous rappelle, les traders américains n'ont pas pris la connaissance de cet accord. Donc voilà, on pourrait avoir un nouveau mouvement haussier à l'ouverture des marchés US. Et donc voilà, donc c'est appétit pour risque, ce qui veut dire que le dollar est en baisse et donc que toutes les deux autres devises majeures sont en hausse. Maintenant, celles qui surperforment sont les devises commodities, AUD, NZD et également CAD, AUD, NZD parce que ces devises sont énormément dépendantes de l'économie chinoise. Voilà, donc AUD, NZD, c'est vraiment ça renforce nos stratégies de la semaine dernière qui étaient, je vous rappelle, achat UD USD, achat NZD USD. On avait également achat UD CAD et NZD CAD. Alors regardons, vous voyez, AUD CAD et NZD CAD continuent à surperformer. Alors, pardon, gap haussier et on a une baisse. Bon, voilà, AUD CAD, c'est le moment, je pense, de prendre des bénéfices parce que le CAD, je le vois bien progresser d'ici l'OPEP jeudi. Donc ça devrait faire pression sur les devises, tout simplement. Le CAD n'est plus une devise intéressante à shorter en amont de l'OPEP. Ça y est, c'est dorénavant même une devise à payer. Hein. C'est une devise à payer. Et donc voilà. Donc l'AUD, l'AUD4, le NZD4, pour ceux qui sont à l'achat depuis la semaine dernière, eh bien écoutez, c'est peut-être le moment de prendre des bénéfices.
ou en tout cas de réduire votre exposition à la vente sur le CAD et par contre augmenter celle face au dollar USD. Voilà. Voilà pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.